On se demande souvent qui nous sommes. Qui suis-je? Cependant, avant de savoir qui je suis, est-ce que je ne devrais pas plutôt apprendre à savoir si je suis? Avant de rentrer dans le dur, nous allons poser un certain contexte très court. Nous allons voyager jusqu'au XVIIe siècle. En effet, c'est à cette époque que vit un homme nommé René Descartes, un mathématicien français et également philosophe, dont le but est de trouver une base absolument certaine pour la connaissance. Une base sur laquelle s'appuyer et qui ne reposerait pas sur des traditions ou des autorités comme les connaissances et les bases qui étaient à cette époque. Pour ce faire, il va douter de tout. Et bien que ce soit une bonne méthode, eh bien son doute n'aura pas été assez radical. En effet, Descartes doutait certes d'absolument tout, il doutait même du monde, c'est pour dire, mais alors dans ces cas-là, comment peut-on dire que ce doute n'a pas été assez radical? Eh bien, ça se voit dans sa conclusion, c'est-à-dire dans son fameux « je pense, donc je suis ». En effet, Descartes pense qu'il faut nécessairement un sujet pour penser. De plus, le raisonnement est là, hein. Si je pense, alors il doit bien y avoir un sujet qui pense. De ce fait, j'existe avec certitude. Voici la reconstruction du moi à travers l'action de penser. Cependant, ça ne tient pas. En effet, voici l'erreur de Descartes. Il voulait trouver une vérité qui serait une base. Cependant, cette base ne devait pas être un présupposé, c'est-à-dire une affirmation impliquée par une proposition et sans laquelle elle ne pourrait être valide. Pourtant, c'est ce qu'il a trouvé. C'est le fameux cogito qui présuppose à travers le fait qu'il faut être pour penser, que c'est le sujet qui fait l'action. La fameuse règle de grammaire que l'on a tous appris en primaire et qui est une grossière erreur dans la réalité. C'est d'ailleurs un homme du nom de Friedrich Nietzsche qui va donc le démontrer, dans Par-delà bien et mal, que le sujet n'est qu'une erreur de grammaire, et ce, à travers une simple critique. Descartes dit que c'est le je qui pense. Cependant, est-ce je qui pense? Ou le fait qu'il y ait l'action de penser qui fait que je est ce qu'il est? Pour prendre un exemple plus simple, si je dis que l'éclair brille, c'est faux. En effet, si un éclair ne brille pas, alors ce n'est pas un éclair. De ce fait, ce n'est plus l'éclair qui brille, mais le fait qu'il brille, plus d'autres propriétés qui font de lui un éclair. Finalement, la critique de Nietzsche ne consiste pas à reconstruire le moi d'une façon différente de celle de Descartes, mais de carrément détruire l'idée de sujet. Voici la destruction du moi par Nietzsche. Maintenant, étant donné que c'est quand même l'avant-dernière vidéo autour des métamorphoses du moi, et que j'aimerais quand même faire une série assez large, j'aimerais bien aborder la reconstruction du moi selon Bergson, avant d'en faire la critique, pour enfin finir par la reconstruction du moi par le récit de Ricoeur. Commençons par Bergson, et la reconstruction du moi par le passé et la durée. En effet, Bergson reconstruit l'identité à travers un flux continu. Dans des œuvres comme Essai sur les données immédiates de la conscience, Bergson explique que notre vie intérieure est une durée réelle, c'est-à-dire un flux continu d'expériences, de souvenirs et de sensations qui se pénètrent les uns les autres. De plus, dans Matière et mémoire, Bergson insiste sur le fait que l'identité se base sur une mémoire qui évolue. En effet, il pense justement que le passé se réactualise à chaque instant en fonction du présent. Cependant, bien que le raisonnement soit pertinent, il y a tout de même une critique, et c'est un philosophe du nom de Ricoeur qui va le montrer. En effet, Ricoeur critique chez Bergson une conception du moi trop immédiatement donnée dans la durée, qui rend difficile la pensée de l'identité personnelle comme permanence. Si le moi est un flux continu, il devient problématique de rendre compte de la stabilité du sujet dans le temps. Contre cette approche, Ricoeur affirme que l'accès à soi est toujours médiatisé par des signes et des interprétations. C'est pourquoi il propose la notion d'identité narrative, là où le sujet se construit en se racontant, en organisant les événements de sa vie en une histoire cohérente. Ainsi, l'identité n'est ni une substance immuable, ni un pur flux, mais une construction dynamique qui articule continuité et changement à travers le récit.
Cependant, bien que le raisonnement soit aussi pertinent, il reste de nombreuses critiques. Premièrement, le récit impose une cohérence qui ne correspond pas toujours à la discontinuité réelle de l'existence, au risque de produire donc une identité en partie fictive. Enfin, l'absence de critères clairs pour distinguer une interprétation fidèle de soi d'une reconstruction illusoire fragilise la portée normative de sa théorie. Ainsi, si l'identité narrative éclaire la construction du moi, elle ne suffit peut-être pas à en rendre pleinement compte. Finalement, le raisonnement le plus pertinent, à mon sens, est celui de Nietzsche. Cependant, pourquoi alors avons-nous l'impression qu'il y a identité dans un monde où le moi semble n'être que la somme des événements passés, présents et futurs? Eh bien, ce sera le sujet de la dernière vidéo sur les métamorphoses du moi, qui montrera comment il existe une reconstruction de l'identité à travers non pas une identité justement, mais un semblant d'identité, qui se construit de par une loi des grands nombres. Ce sera le moi selon une moyenne statistique autour de la gaussienne. En d'autres termes, le moi statistique. Ensuite, nous aurons fini les grandes lignes qu'a exploré la philosophie par rapport aux métamorphoses du moi. Bref, c'est la fin, en espérant que la vidéo vous ait plu, même si c'est plus un podcast donc je ne sais pas pourquoi je dis vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures philosophiques.